Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Je ne gagne pas assez d'argent, me préoccuper. On a commencé avec Louis de Funès, vous avez reconnu dans La Folie des Grandeurs, on a conclu avec Diane Tell. Oui, dans la zone euro, les prix à la consommation ont augmenté de 5,1% en janvier, leur plus haut niveau depuis 30 ans. Alors je vous donne les chiffres. 6% en Espagne, 7% aux Pays-Bas, 8% en Belgique et même 12% en Lituanie. En France, on est, selon les chiffres officiels, à 2,9. Et ce qui a fait qu'hier soir, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse à la Banque Centrale Européenne, est revenue sur sa promesse de décembre 2021 en affirmant, elle affirmait à l'époque que la hausse des taux d'intérêt serait très improbable. Et aujourd'hui, elle a dit que ce n'était plus la même situation et que donc les taux d'intérêt allaient peut-être augmenter. D'où notre premier débat, inflation. Avez-vous peur de vous appauvrir? Avec nous, Philippe Perlin, économiste, auteur du livre Pouvoir d'achat, le grand mensonge, publié chez Erol. Bonsoir Philippe Perlin. Bonsoir. 2,9% d'inflation en France quand on voit 6 en Espagne, 7 aux Pays-Bas, 8 en Belgique. Je ne parle pas de la Lituanie, c'est pas la même situation. Là, c'est des pays beaucoup plus proches de nous économiquement. Est-ce que pour vous, c'est crédible? Non, c'est pas crédible. On sait que l'INSEE utilise plusieurs moyens pour minorer l'inflation. Il y a premièrement le fait que l'immobilier a une part très faible dans l'indice des prix à la consommation, dans le panier de la ménagère, hein, il y a 6% seulement. Et pourquoi c'est un chiffre aussi faible? Parce que l'achat de logement n'est pas pris en compte, alors que ça pèse très lourd pour les gens qui prennent un crédit. Et puis l'autre moyen, l'autre petite manipulation qui permet de minorer les prix, c'est l'effet qualité. Alors ça, c'est un truc... c'est vraiment du doigt mouillé. C'est vraiment, on considère que si quand vous changez votre smartphone, s'il est au même prix, pour vous, pour vous, il n'y a ni perte ni gain de pouvoir d'achat. Mais en fait, l'INSEE va vous dire que comme il est plus puissant, eh bien, vous en avez plus pour votre argent et l'INSEE va mettre un prix inférieur dans sa base. Ce qui fait que les biens technologiques tire l'indice des prix vers le bas, alors ça ne correspond pas à l'expérience des gens. Voilà. Donc le chiffre réel en France est plutôt proche de 4 ou 5 que de 2,8. Comme ce sont en général les femmes qui tiennent les bourses du ménage, Céline Pina. C'est le panier de la ménagère qui vous inspire. Je trouve que ce qui vient d'être dit est très juste et en plus ça a un impact très fort sur la crédibilité de la parole politique. C'est-à-dire que quand vous, dans votre quotidien, vous vous rendez bien compte, à cause des prix à la pompe, à cause du prix simplement de votre panier, de votre caddie quand vous allez faire les courses, à quel point les prix augmentent et que vous avez tout un discours politique qui se vante non seulement d'avoir maîtrisé l'inflation, mais va vous parler de croissance, va vous parler d'une forme de prospérité de l'État, vous vous retrouvez avec des gens qui se disent mais c'est quoi cet univers dans lequel moi je subis, je vois bien que mon pouvoir d'achat baisse, je vois bien que je dégringole l'échelle sociale quelque part et on me tient tout un discours de prospérité d'un pays dont je ne vois absolument aucune trace. Ça impacte énormément la crédibilité de la parole politique et donc les gens ont l'impression qu'on les manipule et cette question du panier de l'INSEE qui revient régulièrement est un véritable problème. Philippe Perlin. Oui, tout à fait, c'est vrai. Parce que le fait de minorer l'inflation, ça permet ensuite de dire que le pouvoir d'achat augmente. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est la différence entre l'augmentation du salaire nominal et la hausse des prix pour avoir l'augmentation réelle du pouvoir d'achat. Mais si vous minorez l'inflation, ça permet tous les ans de dégager un pouvoir d'achat dans le vert, alors qu'en réalité, il est dans le rouge. Et c'est ce que ressentent les gens. Et puis il y a un autre élément qui est important par rapport à une donnée économique dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. On nous a dit qu'on avait fait 7% de croissance économique en 2021. Moi j'affirme que ce chiffre est aussi complètement manipulé parce que c'est un peu comme le pouvoir d'achat. La croissance, c'est quoi? C'est l'augmentation de la valeur ajoutée produite par le pays, moins l'inflation. Alors c'est pas l'inflation, c'est pas le panier de la ménagère parce que c'est une inflation qui est adaptée aux composantes du PIB. Donc c'est différent, ça s'appelle le déflateur du PIB, le déflateur, son nom l'indique bien. Et ce déflateur du PIB il a été mesuré par l'INSEE à 0,5% en 2021. C'est un chiffre qui n'a absolument aucun sens parce qu'avec les coûts de l'énergie, les coûts de production ont augmenté de 16% en 2021 pour l'industrie, ça c'est un chiffre de l'INSEE d'ailleurs. Avec le coût de l'énergie, tous les services ont été impactés et donc ce 0,5 est complètement minoré. Mais ça veut dire que si au lieu de prendre 0,5, on prend 3,5 qui serait un chiffre un peu plus cohérent, ça veut dire que la croissance elle est plus de 7 mais de 4. Voilà, et ça change tout. Voilà. Et moi j'affirme que ce chiffre de 7%, il est bidon.
Et je demande à l'INSEE de publier le déflateur du PIB, le calcul du déflateur du PIB pour 2021. Parce que ce chiffre de 7%, il est faux pour moi. Philippe Deveul. Oui, je tiens à saluer Philippe Perlin. Oui, au passage. Et pour lui dire que, évidemment, je le suis et que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, que c'est tout à fait minoré et qu'il y a un véritable scandale politique quand vous avez un ministre de l'économie et des finances qui vous dit « Oh, regardez, on a une croissance aussi forte qu'après au sortir de la Seconde Guerre mondiale, etc. » Mais évidemment, puisqu'on était à moins, je ne sais plus combien, au moment moins 8, on a même perdu 1% au passage, alors qu'on devrait être à 10 si l'économie était sur un ressort de cet ordre-là. Ce qu'il y a de grave, c'est qu'on vit dans le mensonge, et Céline avait tout à fait raison, ce qui est un argument terrible pour le gouvernement en place, qui va se vanter de ces 7% de croissance, qui est un scandale monumental. Et d'ailleurs, le mouvement social des Gilets jaunes qui a explosé en novembre 2018, le prix du gazole était inférieur au prix où il est aujourd'hui, où il est à plus de 2 euros. Non, il n'est pas à 2 euros, il est à j'ai payé 1,72 au maximum. J'ai vu à 2 euros dans certaines stations. Oui, dans les pompes de centre-ville. Alors, maintenant, il faut savoir que le pouvoir d'achat est un véritable souci, est un véritable problème pour les Français, pour les gens qui travaillent, les gens qui n'ont pas d'emploi non plus. Et quelque part, c'est un axe de campagne. Et par exemple, sur les prix des carburants, il y a 75% de TPPE entre 60% et la TVA. TICPE et TVA. Exactement. Et le gouvernement a là une manette, mais je pense que derrière tout ça, il y a un calcul écologique en disant ça va décourager les gens pour prendre des véhicules à essence, etc., pour qu'ils prennent des véhicules électriques. Donc on est dans une forme de perte de bon sens. Philippe Perlin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et là c'est bien aussi de montrer l'autre cause de l'inflation. Alors il y a la Banque Centrale Européenne qui fait beaucoup de planches à billets parce qu'il faut financer le déficit budgétaire de la France, de l'Italie. Donc le bilan de la Banque Centrale Européenne explose. Il passait de moins de 5 000 milliards début 2000 avant la crise du Covid à plus de 8 000. Donc il y a plus de 3 000 milliards d'euros qui ont été imprimés de façon comme ça par un simple jeu d'écriture informatique. Et cet argent-là ne correspond pas à des biens, à des services produits. Donc au bout d'un moment, ça provoque de l'inflation, c'est ce qu'on voit. Et l'autre cause de l'inflation, c'est la transition énergétique qui fait exploser les prix parce que l'objectif, c'est de renchérir les carburants fossiles. Et puis un autre phénomène aussi qui va faire augmenter l'immobilier, les loyers, c'est l'obligation de rénovation thermique, de la lutte contre les passoires thermiques, où tout d'un coup il faut accélérer dans des proportions incroyables, ce qui fait que ça fait des travaux très chers. Il y a beaucoup de propriétaires, la FNAIM a dit qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne feront pas les travaux parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils vont mettre ça en vente. Et comme il y aura moins d'offres, ça va provoquer une hausse des loyers. Et le loyer, c'est une part importante dans le pouvoir d'achat. Donc on va dégrader encore la situation du pouvoir d'achat des Français. Donc moi je dis toutes les normes environnementales extrêmement contraignantes et dont on peut s'interroger sur la réalité, enfin sur la nécessité, il faut les mettre en stand-by au moins parce que là ça va avoir un effet catastrophique sur le pouvoir d'achat des Français, aussi bien pour les carburants que pour le logement, qui sont deux postes très importants. Luc Gras. L'économie en France, c'est quand même c'est un vrai problème, cette économie, parce que finalement le pain, maintenant, ça coûte 7 euros la baguette une baguette, ça coûte 7 francs. Oui, c'est ça, oui. Oui, ça coûte 7 euros, ça s'est multiplié par 700%. C'est 1,10 € une baguette. Enfin, un bon pain, une tradition, c'est 1,10 €. Qui l'eût cru, un litre de gasoil, c'est à peu près 12 francs. Oui. Donc, quand on parlait à l'époque du litre à 10 francs, c'était absolument tout le monde disait pas possible. Ce sera la révolution. Donc voilà les chiffres. Donc on a un vrai problème par rapport à l'économie en règle générale. Et les Français, eux, ce qui compte pour eux, c'est à la fin du mois s'ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas. Une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il y a la conjoncture internationale avec par exemple la crise avec l'Ukraine, des choses comme ça qui influent certainement sur la perception économique qu'ont les différents acteurs, qui peut pousser à l'inflation. La réalité, c'est ce chiffre-là, il est quand même assez douteux, comme l'a bien exprimé Philippe. Et puis voir sur la durée ce que c'est. Mais on a quand même une impression qu'il y a des manipulations et que à l'arrivée, ce qui compte, c'est ce que ressentent les Français. Et aujourd'hui, qui en France s'est enrichi dans les classes moyennes? Personne. Philippe Perlin. Oui, c'est clair. Il y a pas eu. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que cette planche à billets de la Banque centrale, elle augmente les inégalités. C'est-à-dire que les gens qui consomment quasiment tous leurs revenus pour vivre, pour faire le plein, se nourrir, payer toutes les factures,
ceux-là, en ce moment, ils souffrent. Mais ceux qui ont des revenus importants et qui ont pu placer une épargne importante dans l'immobilier, dans les actions ou dans les œuvres d'art, eh bien ceux-là, ils s'enrichissent parce que l'effet de la planche à billets de la Banque centrale, c'est que les gens qui ont de l'argent se reportent sur ce qu'on appelle les actifs réels, c'est-à-dire des actifs qui, eux, ne peuvent pas être imprimés. C'est-à-dire un tableau de Picasso, on ne peut pas en produire parce que le Picasso est mort. Voilà. Une Ferrari Daytona, on n'en fabrique plus. Voilà. Donc, et l'immobilier, alors on construit tous les ans, mais c'est très faible par rapport au stock existant. Donc c'est un actif aussi où les gens placent leur épargne. Il y a l'or aussi. Et on voit que tous ces actifs-là, ils ont commencé à monter depuis le début des années 2000. C'est-à-dire depuis le début où les banques centrales ont commencé à faire des politiques monétaires laxistes en baissant les taux d'intérêt et en faisant la planche à billets. Et donc, ce qui fait que les gens qui, eux, ont la chance d'avoir des revenus importants et un patrimoine important, ceux-là, ils s'enrichissent. Et d'ailleurs, on le voit avec les grandes fortunes mondiales dont la valeur s'est accrue. Et puis ceux qui sont dans la classe moyenne et en dessous, ceux-là, ils souffrent de plus en plus. Et ça, au niveau social, c'est complètement explosif. C'est pour ça qu'il faut vite se dépêcher de régler ce problème d'inflation, de dire à la BCE d'arrêter la planche à billets, que les États retrouvent l'équilibre budgétaire. Parce que sinon, ça, c'est une situation qui n'est pas tenable socialement. On est bien d'accord. Avant de partir au 0826 300 300, je tiens à dire à Philippe Erlin que s'il a un tuyau pour avoir un Picasso dans le salon et une Ferrari Daytona dans le garage pour vraiment pas cher, je suis preneur. Mais on va... Juste avant, c'est pas cher. Juste avant, c'est cher. C'est ça le problème. Oui. Il en a certainement, mais des matchbox ou des majorettes de collection. Non, par contre, de l'or, non, mais alors parlons de conseil. Par contre, de l'or physique, tout le monde peut en acheter, et du bitcoin aussi, tout le monde peut en acheter. Et donc c'est une façon, si on a un petit peu de capacité d'épargne, de se protéger contre l'inflation, parce que l'or on en produit très peu aussi par an, donc c'est un bon moyen de se protéger contre l'inflation. Et le bitcoin aussi, ça va être limité à 21 millions, il n'y aura pas de planche à billets dans le bitcoin justement. Donc c'est des moyens accessibles à tout le monde de protéger un peu son épargne face à l'inflation qui est là et qui va continuer. On part justement au 0826 300 300 direction le Val-de-Marne. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir mon cher Philippe, bonsoir Auvrevois. Bonsoir, vous n'avez pas de Ferrari Daytona dans le garage et pas de Picasso dans le salon? Malheureusement pas encore, j'aimerais bien, ou alors on m'aurait menti. Alors effectivement, mais je rejoins pas ce que dit Philippe Erlin, qui est vraiment très intéressant, parce que moi aussi je crains vraiment l'appauvrissement. Si on prend les chiffres de l'inflation avec la planche à billets, si on continue la morphine, ça se finira très mal. Et puis aussi une chose, notamment également, si on regarde la balance commerciale, qui est quand même très mauvaise pour la France comparée à l'Allemagne. Bon, on va finir l'année à peu près à 80 milliards de déficit, grosso modo. Et l'endettement. Voilà, la désindustrialisation, c'est la même chose. Et surtout, une chose dont on ne parle jamais, Philippe Erlin en parle de temps en temps, l'euro. Je vous rappelle qu'en étant dans l'euro, on ne peut pas dévaluer, c'est impossible, contrairement à nos amis suisses avec le franc suisse ou la livre sterling pour nos amis anglais. Nous, on ne peut pas. Donc la seule solution, effectivement, par rapport à l'appauvrissement, ce sera la baisse du système de protection sociale, chose dont les candidats à la présidentielle ne vous parlent jamais. Et d'ailleurs, Philippe, j'en profite parce que j'ai entendu ça cette semaine dans un de vos débats. Je suis très étonné que dans votre sondage que vous avez publié, vous ne faites pas apparaître certains candidats, dont François Asselineau ou Florian Philippot. Ils sont dedans, mais comme ils sont à moins de 0,5, on les cite pas, parce que sinon je perds un quart d'heure à citer tout le monde. Non, c'est pas que vous ne les citez pas, c'est que là j'ai l'image sous les yeux que vous mettez sur Twitter et sur Sud Radio. Madame Artaud, elle est à 0, elle apparaît. Madame Touy est à 0, elle apparaît. Oui, parce qu'à un moment, alors je vous explique, parce qu'à un moment, ils ont passé les 1%. Parce qu'à un moment, ils ont passé les 1%, vous avez la réponse. Ils ont passé les 0,5 ou les 1. Il a déjà été à 2%, il n'apparaît jamais. Donc, alors oui, il est passé à 2%, mais pas à l'IFOP, il est passé à 2% sur, je sais plus, c'était Odoxa ou quel... Là, vous pouvez pas, ça ressemble à de la censure, vous pouvez pas dire. Alors, non, sur Sud Radio, il n'y a pas de censure, la preuve, on vous laisse parler. Non, mais l'IFOP, ça ressemble à de la censure, quand vous mettez pas certains candidats... Il n'y a pas de censure, il y a une marge d'erreur. Il n'y a pas de censure, mais il y a une marge d'erreur, mais je vais me renseigner auprès des gens de l'IFOP que je connais bien, avec qui on travaille en confiance. Je vous garantis, je vais me renseigner auprès des gens de l'IFOP, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Merci beaucoup Julien du Val-de-Marne. Qu'est-ce que vous voulez répondre Philippe Erlin? Le fait, oui, ça c'est une idée que partagent certains, le fait de passer au franc et de dévaluer, ça va accélérer l'inflation, parce que si le franc se dévalue, on paiera le pétrole plus cher, les carburants, tout ce qu'on importe sera payé plus cher. Et si en plus on continue de faire des déficits budgétaires comme aujourd'hui, la monnaie suscitera la défiance, et il se passera ce qu'on voit en ce moment en Turquie, c'est-à-dire l'hyperinflation.
la livre turque qui perd 30 ou 40% dans l'année et le pays qui se trouve avec une inflation de 30 ou 40%. Ils sont à 40% en Turquie. Donc il faut surtout pas croire qu'en passant au franc, on va résoudre tous les problèmes. Si on passe au franc et qu'on est à l'équilibre budgétaire et qu'on a une économie saine et en croissance, oui, là, le franc, il peut être solide, mais de toute façon, ça ne changera pas grand-chose par rapport à l'euro, parce que on aura une monnaie relativement stable comme l'euro aujourd'hui en ce moment, enfin, si l'inflation ne décolle pas. Voilà, donc, mais penser qu'en retournant au franc et en dévaluant, on pourrait s'en sortir, ça, c'est une erreur, je le dis très clairement. Alors là, c'est le désaccord que j'ai avec Philippe sur l'euro. Il a une thèse qui est construite, qui se tient, c'est quelqu'un de rigoureux, mais d'un autre côté, moi, je tiens à ce qu'on recouvre notre souveraineté monétaire, parce que battre monnaie, et je suis un souverainiste, hein, vous savez très bien, c'est une surprise pour personne, et je pense qu'il faudrait qu'on recouvre ce pouvoir-là, parce que c'est vrai qu'en l'état, hein, le franc, il serait très mal mené. Mais dans un certain sens aussi, c'est que nos politiques se réfugient derrière l'euro pour y aller, pour ouvrir encore plus le déficit public. Je pense qu'il faut qu'on arrive à une certaine responsabilité. Et d'un autre côté, le fait qu'on ait une monnaie qui soit dévaluée n'est pas si mauvais que ça, parce que ça relance l'industrie, ça relance la production au niveau national. Bon, j'arrête là, mais j'ai justement ce distinguo avec Philippe. C'est votre point de vue, la preuve qu'il n'y a pas de censure sur Sud Radio. Luc Gras, rapidement. Non, simplement une question à notre vénérable économiste. C'est est-ce qu'on peut imaginer que cette inflation qui repart serve quelques intérêts, lesquels, et quelle est votre analyse par rapport à cette question? On dit l'inflation, ça permet d'effacer les dettes. Donc les États, ça les avantage un peu. Ceci dit, il y a une chose qui n'est pas su et dont j'ai parlé dans mon dernier article sur or.fr, qui est qu'en fait l'État consacre 10% de sa dette à des obligations indexées sur l'inflation. C'est-à-dire 10% de son budget, pas de sa dette. Non, de sa dette. 10% de la dette de l'État est libellée en OAT. Ah d'accord, en obligation assimilable du Trésor. Voilà, indexée sur... Alors 90%, un État qui emprunte à taux fixe, ce qui est une sécurité, parce que si jamais les prix décollent, lui, il rembourse sa monnaie dévaluée, quoi. Et il sait à l'avance exactement ce qu'il va devoir rembourser sur toute la durée de l'emprunt. Alors, justement, je veux poser une question là-dessus, très court. Oui. Hier soir, les propos de Christine Lagarde ont beaucoup fait réagir. Les taux de la France à 10 ans sont passés de 0,45 à 0,58. Est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts pour rembourser la dette? Non, parce que justement, on emprunte à taux fixe. Et donc, l'État, lui, il sait exactement ce qu'il va décaisser sur toute la durée des emprunts qu'il a émis. Voilà. Maintenant, il y a une exception. Il y a 10% de la dette qui est émise à des taux indexés sur l'inflation. Pourquoi est-ce que l'État fait ça? Parce que ça permet de les vendre moins cher. Parce que pour l'investisseur, lui, ça lui permet de se couvrir contre l'inflation, de se protéger contre l'inflation. Et donc, c'est un risque qui l'élimine comme ça. Donc, il paye pour éliminer ce risque-là. Voilà. Et donc l'État fait ça, mais c'est un calcul à courte vue, surtout en ce moment où on voit que l'inflation se met à décoller partout. Moi je dis qu'il faut absolument arrêter ces emprunts. On en a émis un la semaine dernière jusqu'en 2053. C'est-à-dire que si l'inflation se met à décoller, ou même s'il y a une période d'hyperinflation sur l'euro, rien que ces 10% de dette, ça nous ruine complètement, quoi. Ah donc, oui, c'est de la folie. Donc ça fait vraiment peur. Merci beaucoup Philippe Herlin, économiste, auteur du livre Pouvoir d'achat, le grand mensonge, publié chez Erol. Verdict sur Twitter. Avez-vous peur de vous appauvrir? Vous êtes 91,9% à dire oui. Tout de suite, ça vous dirait les vraies voix, le quiz de la présidentielle? De toute façon, même si on dit non, tu le feras. Hein. Vous avez tout compris.